Bonsoir, chers tous. On est heureux de vous retrouver pour la deuxième du Talk des vacances sur Live TV, la télé sans filtre. Au menu, entre autres sujets, le prochain départ du contingent français du 43e BIMA et le taux de contamination de la jeunesse ivoirienne au VIH-Sida. Et vous avez été nombreux à nous regarder hier depuis nos réseaux sociaux et notre direct. Vous le serez encore aujourd'hui. Bienvenue à tous. De retrouver ma team encore pour la deuxième du Talk des vacances sur Live TV, la télé sans filtre. Merci d'être là avec nous. Hier, vous étiez nombreux sur le direct. On était trop contents à vous suivre, à regarder vos commentaires, même si je trouve que vous vous êtes un peu trop acharnés sur ma chérie Isabelle Vauvor, qui vous aime beaucoup. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Landry, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Je vous adore et merci pour tous ces commentaires. Aïcha Crépi. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro. Très bien. Et monsieur Cuyer Gandhi. Ouais, bonsoir à tous ceux qui nous suivent de toutes les contrées du monde. Très bien. Landry, ça va? Ça va très bien. Ça se sent déjà. C'est mon compagnon de route tous les soirs quand on finit. Et puis Arnaud Goï. Bonsoir Eric. Comment ça va? Très bien. On vous a dit quoi? On vous a dit quoi après la première émission? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Les commentaires étaient mitigés, mais en tout cas, globalement, c'était très intéressant. C'était intéressant, hein? N'est-ce pas? Gandhi, ouais. C'est vous le nouveau ici, c'est pour ça que je vous demande. Qu'est-ce qu'on vous a dit après? Bon, déjà, avec ce qu'on a vu déjà en fait sur les réseaux sociaux, je pense que c'est quand même bon, c'est acceptable. Surtout qu'on a de belles demoiselles à côté de nous. Elles illuminent ce plateau. Elles illuminent ce plateau. En revanche, moi, on m'a demandé le numéro d'Eric. Ah ouais? Ah oui. D'accord, d'accord. Okay. Là, moi, je me suis déjà créé des jaloux. Hein, d'accord. Parce qu'à ma gauche, là, je suis complètement absorbé. Vous êtes bien servis, les gars. Vous êtes bien servis. Et ça, c'est très bien. Merci d'être avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. On va y aller tout de suite avec la première rubrique, c'est bien le chiffre du jour. Et le chiffre du jour nous envoie dans le secteur de la santé. 40% des nouvelles contaminations au VIH-Sida en Côte d'Ivoire concernent les jeunes de 15 à 25 ans. Faudrait-il tirer sur la sonnette d'alarme? Il y a urgence. Aïcha. Oui, évidemment, il y a urgence. Pourquoi? Il faut étudier aussi ce chiffre. Pourquoi est-ce que cette jeunesse est plus concernée que les autres? Après, parallèlement à ça, il y a d'autres chiffres qui montrent que quand même on est dans une progression globale au niveau de la population globale. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui fait que cette jeunesse est plus enclin à tomber dans ce genre de mœurs? Non-mœurs, justement. C'est une bonne question. Isabelle Vauvor. Vous savez, la Côte d'Ivoire est très ambitieuse et elle s'inscrit en tout cas dans la convention portée par les Nations Unies qui est d'éradiquer le VIH-Sida d'ici 2030. En tout cas, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans le monde. Quand on a une telle ambition, il est normal qu'on fasse donc une étude, comme ça a été le cas, pour sortir donc des chiffres et puis pour savoir par la suite pouvoir juguler en fait les problématiques qu'encourt la Côte d'Ivoire. Et moi, je salue donc cette initiative du ministère qui a pu donc réunir l'ensemble de ses partenaires et puis pouvoir donc diffuser ces chiffres qui sont effectivement alarmants. D'accord. Il faut préciser que le premier chiffre, la première information qui avait été donnée donc, concernant l'évolution, donc 40% d'évolution de contamination au VIH dans le Côte d'Ivoire, c'était du fait que c'était une erreur. C'est la vraie information que nous venons de donner, sur laquelle nous discutons donc, pendant ce sujet. Alors, Arnaud Goï, état des lieux. C'est alarmant. Oui, pour moi, c'est alarmant. C'est alarmant déjà parce qu'en Afrique, on a entre 33 et 45 millions de personnes, selon l'OMS, qui sont contaminées par le sida. La tendance en Côte d'Ivoire, elle est en chute. Elle est en chute. Mais ce qui est plus inquiétant dans ce chiffre, c'est la proportion de jeunes qui sont touchés. Parce que selon la Charte africaine de la jeunesse, est considérée comme jeunes les personnes dont l'âge est compris entre 15 et 35 ans. Et là, on se rend compte que près de la moitié des nouvelles contaminations sont des jeunes. Ce qui veut dire qu'on a une tranche d'âge qui n'est pas suffisamment sensibilisée. Et il y a beaucoup de raisons qui expliquent cela. Premièrement, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le sexe est complètement vulgarisé, accessible, etc. Et donc, ça fait qu'on a plus tendance à avoir tout. Deuxièmement, on a une génération qui n'a pas connu les sensibilisations. D'accord, j'allais en venir. Est-ce qu'il faut mettre sur ce fait la sensibilisation a réduit? Exactement. Depuis quelques années quand même. Avant, on avait non seulement des publicités, mais on avait également des films. On se souvient tous de Sida dans la cité, qui passait tous les week-ends sur les médias. Donc, on avait toutes ces sensibilisations et justement, il y avait un financement derrière aussi, notamment des bailleurs. Mais aujourd'hui, le phénomène a régressé, la communication a régressé, les bailleurs également financent moins
la prévention contre le sida, les campagnes. Donc, ça fait que on a ce qu'on a aujourd'hui. Et je pense que vraiment, il faut tirer sur la sonnette d'alarme. L'État doit s'impliquer, notamment au niveau de la sensibilisation, mais multiplier les canaux, parce que les canaux de communication aujourd'hui adaptés à la jeunesse entre 15 et 25 ans ne sont plus les canaux de communication d'hier. Peut-être qu'on y reviendra. On y reviendra certainement. Et peut-être que Gandhi va en parler. Pourquoi cette jeunesse est-elle la plus exposée? Bon, pourquoi cette jeunesse? Je pense qu'à ce niveau-là, les autorités ivoiriennes ont entrepris de faire une enquête pour pouvoir endiguer en fait, ce fléau-là. Mais déjà, ce qu'il faut dire que malgré les chiffres en fait, qui sont effrayants, l'État ivoirien, le gouvernement, le ministère de la Santé fait déjà des efforts parce que les chiffres sont parleurs. Et il faut dire que la Côte d'Ivoire a fait de nombreux progrès au niveau de la lutte contre le VIH ces dernières années. Déjà, le taux de prévalence de VIH est passé de 4,7 en 2010 et de 1,8% en 2023. Donc, c'est d'ailleurs des chiffres à saluer. Et déjà, on a 40% d'une tranche d'âge de 15 à 25 ans qui est beaucoup touchée par les contaminations, avec une baisse effectivement de 70% sur la même période en fait, concernant en fait, la prévalence. Mais ce que je peux dire, le ministère de la Santé est déjà à saluer. Et déjà, une enquête est prévue dans tout le pays et qui va commencer par le Grand Abidjan. Vous connaissez la capitale du sida dans le monde? La capitale? C'est en Afrique, oui, déjà, Kinshasa. Et déjà en Côte d'Ivoire, Abidjan, comme on le dit, le Grand Abidjan est le plus touché en matière de VIH-Sida. D'accord. Et ça, c'est vraiment alarmant. On va revenir à toi. Et je voudrais en profiter, avant que tu me prennes la parole, il ne faut pas que je perde ce fil-là, je voudrais en profiter pour saluer donc, le directeur général de la santé en Côte d'Ivoire, donc M. Mamadou Samba, que nous avons visité dans le cadre de notre émission sur Live TV, la télé sans filtre, il y a solution, à regarder ce mercredi. Il y a une belle interview que nous avons faite. Non, je veux dire, ce que je voulais dire, c'est que l'État, effectivement, est à saluer pour ses actions. Mais on ne peut pas tout mettre sur l'État non plus, en fait. Il y a un moment, il faut se responsabiliser, et la responsabilité des parents, encore une fois, est très importante. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il faut arrêter, on est quand même en 2024, de diaboliser le dialogue avec l'enfant. Ça doit commencer très tôt, en fait. Je veux dire, sensibiliser un enfant, c'est d'abord son parent qui le met au monde, qui doit lui dire, si tu vas rencontrer quelqu'un, etc., tu te mets avec quelqu'un, protège-toi. Ça, c'est d'abord à la maison. Mais si ce dialogue-là... Il faut pas que ce soit tabou. Il ne faut pas que ce soit tabou, donc, de dire ce genre de choses à son enfant. Exactement. Donc, je pense que quand le tabou sera brisé, peut-être même qu'ils vont découvrir leur enfant. Il y a des parents qui ne connaissent pas leur enfant. Parlez à vos enfants. Là, je parle à mes parents. Parlez à vos enfants. Tout simplement. Ça commence par la maison. D'accord. Isabelle? Alors, 40% des nouvelles infections sont concentrées au niveau des jeunes de 15 à 25 ans. Moi, cette analyse, en fait, qu'est-ce que ça traduit foncièrement? C'est que ces 3 millions de jeunes donc, qui sont atteints, ça représente 10% de la population. Il faut savoir qu'il y a une certaine forme aussi de féminisation de la maladie parce que les jeunes femmes et les jeunes filles sont beaucoup plus touchées en fait, par cette maladie-là. Et vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a 4 grandes régions qui sont au niveau de la cartographie épidémiologique. Il y a 4 grandes régions en tout cas qui sont touchées. Il y a donc la région d'Abidjan, du Comoé, la région des Lacs et du Zanzan. C'est pour dire en fait que la situation de ces personnes qui sont touchées sont à la fois parce qu'elles sont dans des milieux ruraux, parce que également il y a le système éducatif, il y a le système familial, il y a le système même, j'ai envie de dire en fait, de la population en elle-même, avec cette forme de stigmatisation et de discrimination qu'il y a quand on sait qu'on a la maladie, on n'ose pas forcément en parler, ou on ne sait même pas où aller s'informer, où aller se faire soigner. Souvent même, on ne sait même pas où aller se faire dépister. Donc, il y a un manque d'information au niveau des populations. Donc, il faut relancer la sensibilisation. Il faut relancer donc les tests de dépistage à grande échelle. Quelle pourrait être la cause de cette chute de la sensibilisation, même de la communication au sujet de cette... Si je peux... Là, je m'adresse à... Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, parce que le phénomène est en baisse. On a moins de contamination aujourd'hui qu'on avait hier. Donc, quand la sensibilisation a commencé à porter ses fruits, on a moins tendance à investir davantage dedans. Et deuxièmement, il y a également les bailleurs. Les bailleurs mettent beaucoup moins d'argent dans la sensibilisation contre le VIH-Sida qu'ils n'en mettaient hier. Mais l'un des points que je voulais relever également, c'est l'accès aux contraceptifs. L'accès aux contraceptifs. Quand vous voyez des jeunes de 15 à 25 ans qui sont atteints du VIH, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des box anonymes, discrets, où un jeune de 18 ans, de 19 ans
peut avoir accès à des préservatifs, par exemple. Très bien. Voilà, donc ça n'existe pas. Donc ça veut dire que si j'ai 16 ans et que j'ai besoin d'un préservatif, je dois aller dans une pharmacie, affronter l'ensemble des regards des serveuses, du pharmacien, etc. L'ensemble des regards des sont des durs. clients Les également. regards sont durs et Les moqueurs regards des souvent. clients. Et vous voyez même les propos des fois des serveurs qui vous disent « Mais t'as 16 ans, tu fais quoi et ça ?» Les etc. regards sont moqueurs C'est et pour qui tu viens accusateurs. prendre Voilà, donc Ça me il y a révolte. toutes ces raisons-là qui font que finalement, c'est très dissuasif pour un jeune d'aller dans Il faut que ce soit normal. Il Ouais. faut que ce soit normal. De toute façon, nous sommes déjà dedans. Donc, il faut leur permettre d'avoir accès aux préservatifs. Revenons donc au milieu familial. Aïcha avait ouvert la brèche à l'instant. Parlons à présent donc, du milieu familial. On revient là-dessus. Comment les parents devraient aujourd'hui éduquer, donc, emmener leurs enfants à l'éducation sexuelle. Déjà, il ne faudrait pas que le sexe soit un sujet tabou au sein de la famille. Il faudrait en tout cas que la mère ou le père puisse parler franchement avec l'enfant et lui expliquer en tout cas ce que c'est que la sexualité, lui expliquer comment est-ce qu'il devrait se protéger. Mais au-delà même du système familial, il y a aussi le système éducatif en lui-même aussi. À l'école, moi je sais en tout cas qu'au niveau de la sexualité, c'est pas à la maison que moi j'ai appris à titre personnel, c'est à l'école que j'ai appris en fait. On nous a appris, on avait un cours en tout cas sur la sexualité qui nous apprenait à mettre le préservatif, à utiliser en tout cas tous les contraceptifs. Et moi je pense que c'est peut-être ce qui devrait en tout cas perdurer dans la durée, à la fois à la maison mais aussi à l'école. Gandhi, Et on même a au vu. niveau même des fréquentations. Hein. Très bien. Je pense que tout se résume à la communication dans ce genre de choses-là. Et on a parlé de la précocité, en fait, d'en parler déjà avec les plus jeunes dès l'âge de la puberté. Puisque déjà dans nos lycées, déjà à partir de la 6e, je pense qu'on parle déjà d'éducation sexuelle. Donc pour moi, il faut axer en fait la sensibilisation sur cette tranche de jeunes-là, ceux de 15 à 25 ans, pour voir en fait qu'est-ce qu'ils pensent. Et puis déjà, comme on le faisait par le passé avec des grands films comme Le Sida dans la Cité, en fait, comment est-ce qu'on peut toujours éduquer les gens. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir communiquer avec eux sans tabou, comme on l'a déjà dit. C'est ça, parce que la maladie, aujourd'hui, elle revient de plus en plus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avant, on avait énormément de campagnes de sensibilisation autour de la maladie. Il a parlé déjà du film qui passait en boucle et tout le monde, en tout cas, adorait cette série-là. On a tellement, en fait, je ne vais pas dire qu'on a banalisé la maladie, mais on a tellement fait comprendre aux gens, en fait, que c'est une maladie qui, aujourd'hui, se soigne, qui ne tue plus, pour éviter, en tout cas, que les gens stigmatisent les personnes qui ont été infectées, pour justement, comment dirais-je, enlever ce stéréotype qu'il y avait autour de cette maladie pour ne plus que ce soit une maladie de la honte, que finalement c'est devenu en fait quelque chose de banal. Voilà. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une sexualité assez débridée, sans qu'on ait en tout cas de protection. D'accord. Il est bon déjà de savoir que cette maladie, le sida, donc, ne tue pas systématiquement. Oui, elle ne tue pas systématiquement si on suit un certain nombre de traitements. Si Très quelqu'un bien. n'arrive même pas à mettre un préservatif, comment est-ce qu'il sera assidu dans ce traitement-là ? Il faut le dire aussi. Il faut le dire, faut absolument le dire. Mais est-ce qu'on peut dire que la pandémie à Covid-19 a fait baisser donc, quelque peu la garde au niveau de la campagne contre le VIH-Sida ? Personnellement, je ne crois pas, parce que la régression dans la communication a été amorcée bien avant la pandémie du Covid. C'est vrai qu'on a eu le Covid autour des années 2020 par là, mais la régression de la campagne, de la sensibilisation, elle a été amorcée bien avant. Déjà dans la fin des années 2010, déjà, on avait moins de campagnes de sensibilisation. D'accord. Mais Gandhi, tous les efforts étaient concentrés quand même sur la campagne contre la Covid. Ouais, Est-ce que ça n'a pas joué? Non, mais déjà, il faut dire qu'on avait déjà diminué en fait au niveau de tout ce qui concernait la lutte contre le sida. Les stratégies avaient déjà baissé parce qu'on avait commencé déjà à sentir ça. Donc je veux dire que l'arrivée, je pense que le Covid n'a pas eu d'effet en fait sur tout ce qui concerne en fait la sensibilisation. Le problème aujourd'hui, la maladie, puisqu'on avait déjà déclaré que la maladie ne tuait pas comme par le passé, donc les gens se sont désintéressés. Les gens se disaient il n'y a plus péril à la demeure, donc ils peuvent ne plus utiliser en fait les contraceptifs, c'est tout, voilà. D'accord. Donc en un mot, comme en mille, à la réalité, le Covid n'a pas eu d'effet en fait sur les méthodes de sensibilisation. D'accord. Je voulais juste rajouter que peut-être aussi qu'il faudrait, parce qu'effectivement on a reçu un professeur ici sur le plateau du Grand Talk qui a dénoncé notamment, parce que j'ai posé la question, est-ce que c'est par l'Afrique, le fait qu'on soit africain et qu'on ait une résurgence, est-ce qu'il y a un lien en fait avec la couleur de peau, génétique ou autre? Il a dit que c'était juste des questions de moyens.
en réalité. Donc ça aurait été bien aussi qu'on puisse rendre des préservatifs gratuits pour une certaine tranche d'âge, comme d'autres pays le font, par exemple les 15-25 ans. Il y a des pays qui le font non pas parce qu'ils ont trop de budget, mais parce qu'ils veulent imposer, en fait. C'est une manière de dire aux jeunes, venez, c'est gratuit, vous n'avez plus à payer. Quand on sait que nos pays en Afrique ont un problème au niveau de... C'est-à-dire, non pas forcément le niveau de vie de d'autres pays, il faut amorcer aussi ce genre de politique publique. Et je pense que là, on pourra avoir des chiffres encore mieux que l'amélioration qu'on a déjà vue. Très bien. Revenons, s'il vous plaît, donc, sur les différents modes de contamination. Si vous en savez quelque chose, j'en suis très sûr, modes de contamination qui ne sont pas que sexuels, hein, n'est-ce pas? Oui, il y a différents modes de contamination déjà sexuels parce que c'est le moyen le plus répandu. Ensuite, il y a le contact du sang puisque le virus se trouve dans le sang. Donc, si vous êtes en contact avec un élément qui n'est pas stérilisé, qui a qu'à utiliser quelqu'un qui est porteur du virus, il y a de fortes chances que vous soyez contaminé. Et puis après, il y a Attention sur le coiffeur, il faut avoir sa tondeuse. Où il faut simplement que ce soit stérilisé, il faut qu'il mette de l'alcool, de la javel, etc. Et à côté de cela, il y a de la mère à l'enfant. Mais ce cas-là est beaucoup moins présent aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, notamment par le ministère de la Santé, pour pouvoir freiner, diminuer ce mode de contamination. On ne le dira pas assez, hein, mais en fait, il y a aussi le baiser. On ne le dit pas assez. Le baiser? Oui, justement. Quand vous embrassez quelqu'un, par exemple, au niveau de la langue. C'est par contact sanguin, attention, monsieur. C'est pas le moyen le plus répandu. Non, mais en fait, c'est pas le moyen le plus répandu. Je veux dire, il n'est pas répandu, mais en fait, il faut quand même le citer, même si on le minimise, c'est ce que je veux dire. Non, c'est quand même le sang. C'est quand même le sang. Oui, les chances. On va finir par dire qu'il ne faut pas boire dans le même cup, dans le même gobelet que les baisers. Attention, parlons pas tous ensemble. Ou alors les baisers de Tanguy sont sanguins. Il faut que vous soyez blessé, il faut que la partenaire soit blessée, il faut qu'il y ait contact. C'est ce que j'ai dit, mais dans tous les cas, c'est le baiser. Parce qu'on ne le dit pas assez. Imaginez quelqu'un qui a sa langue qui est fissurée. Très bien. Vous avez vu? Et la fille aussi, il faut qu'elle soit, en fait. Donc, automatiquement, on ne le dit pas assez, mais en fait, il faut compter aussi avec le baiser. Oui, mais la probabilité qu'on ait deux personnes blessées à la langue qui s'embrassent, elle est quand même minime. Hein. Mais il faut en citer au moins. Moi, j'aimerais vraiment faire un cri de cœur, en tout cas, parce que tout à l'heure, c'est vrai que il parlait, on parlait en tout cas du coiffeur qui doit stériliser ses ustensiles, etc. Mais même chez les femmes, les coiffeuses, quand on fait les tissages, elles utilisent les aiguilles qui ne sont pas forcément stérilisées. Manucure, pédicure et autres, avec les outils. D'une tête à une autre, ou alors les ustensiles qui sont utilisés pour faire la pédicure, la manicure, qui ne sont pas forcément tout le temps stérilisés, parce qu'il y a aussi l'accès aux moyens de stérilisation, parce qu'elles ne savent peut-être pas comment bien stériliser. Soit c'est avec de l'eau chaude, ou alors c'est avec de l'alcool, mais encore faut-il avoir le budget pour pouvoir s'en procurer et le penser systématiquement une fois qu'on finit avec une cliente, stériliser tout le matériel avant de passer à une autre. Donc vraiment, ça, c'était mon cri de cœur parce que ça aussi, ça peut faire partie des éléments qui... Très bien. Le chiffre du jour, 40%, c'est alarmant. Est-ce que vous pensez... Alors, c'est la question donc, pour faire agir finalement les panonceaux qui sont devant vous, pour ou contre le dépistage obligatoire des jeunes en Côte d'Ivoire. Aïcha Crépi, pour ou contre? Oui, si moi je pouvais, si ça dépendait que de moi, le préservatif serait obligatoire aussi, on rentrerait dans le foyer pour les obliger. On va refaire le tour pour que chacun donne son avis là-dessus, ok? Garde le panonceau debout. Okay. Pas d'accord pour Arnaud Goï, pas d'accord? Oui, pas d'accord. D'accord. Pour Gandhi, d'accord? Et Isabelle Vauvor, d'accord. Très bien, on va commencer par pas d'accord, n'est-ce pas? Pourquoi pas d'accord? Oui, non, je ne suis pas d'accord parce que, premièrement, le sida, c'est grave, le VIH, c'est grave, mais ce n'est pas la première cause de mortalité en Côte d'Ivoire. On a le paludisme, on a d'autres choses. Le paludisme, par exemple. C'est une bonne information, donc il faut que je la dise mais complètement, ok? Le VIH-Sida, qui était donc la première cause de mortalité chez les jeunes dans les années 90, occupe désormais la 5e place. Le taux de prévalence passe de 4,7% en 2010 à 1,8% en 2023. Tout à fait. Donc, il y a premièrement ça. Et puis, deuxièmement, dans ce cas, on fera le test pour tout, alors, finalement. Parce que, pour moi, c'est une atteinte, ce serait une atteinte au secret médical, aux données personnelles, etc. De quel droit l'État amasserait des personnes, alignerait des jeunes, simplement parce qu'on a remarqué qu'il y a une résurgence du virus à cette tranche d'âge-là, et puis on imposerait qu'on le veuille ou pas, que tout le monde soit dépisté. Pour moi, c'est quelque chose qui doit rester complètement volontaire, et je crois que lorsque la sensibilisation est bien faite, les gens se font dépister. Dépister? D'accord.
On a obligé personne à faire le dépistage contre le Covid-19. Quand tu sens quelque chose, tu t'en vas. Oui. c'est Là, ça. c'est différent. On ne va pas C'est comparer une pandémie à un virus. À un moment donné, le VIH-Sida a été une pandémie aussi. Mais bon, Le VIH, c'est un virus. C'est un virus. Le Oui, bien. mais VIH, c'est pas c'est une un pandémie. virus par définition. Oui, mais c'est un aujourd'hui, virus. c'est pas- alors Gandhi, pandémie. vas-y, dis-nous Oui, pourquoi, en fait, moi, pourquoi d'accord. je suis d'accord. En fait, je suis d'accord en fait pour cette situation. Comme on le dit, hein, à situation exceptionnelle, il y a des mesures exceptionnelles. Le mal, il est là, il est profond. En fait, on trouve toujours des solutions par rapport à un fait donné. Exceptionnelle. Voilà. Nous sommes en fait à l'heure actuelle touchés par une frange de la population de 15 à 25 ans qui est en train de connaître en fait, si je peux dire, une certaine dérive. Que faire? Donc dans le que faire, moi je suis pour en fait que effectivement que cette situation-là soit obligatoire pour que en fait le test, comment je peux appeler ça? En fait, c'est ça, le test soit obligatoire, il n'y a pas de problème. Voilà. Oui, et puis pour la Covid, les gens disent le, mais c'est là. En France notamment, pour citer ce pays-là, et les gens ont été obligés. Hein, c'est-à-dire que si tu veux voyager, tu dois soit te vacciner, soit faire le test. Oui, quand Donc on a soumis les gens. Oui, non, mais je veux dire, on a soumis les gens à faire 2, 3 vaccins, etc. Bien sûr. C'est tellement grave, pour moi, c'est tellement grave ce que tu viens de dire, parce que tu te déresponsabilises. En fait, tu diminues cette maladie-là. Tu diminues sa portée, en fait. Tu diminues ses conséquences, qui sont quand même la mort. Pas du tout. Le sida ne tue pas. Il tue, mais ce n'est pas une raison pour faire dépister tout le monde. Bon, Non, mais c'est une tranche d'âge en fait. C'est pas tout le monde, on l'a dit. Si on prend l'ensemble des maladies, donc quand on prendra le top 4 des maladies les plus dangereuses et qui tuent le plus en Côte d'Ivoire, on fera dépister systématiquement et que les gens le veuillent ou pas de ces maladies-là. Non, pas du tout. en fait, comme on l'a les dit- gens ont le droit de se faire. Maintenant, après, pour le voyage, il n'y a pas que la coronavirus, enfin, le ou la, peu importe. Excuse-moi. Mais il n'y a pas que le Non, corona ça ou la importe, ça corona. importe. Je viens. Il n'y a pas que ça. On a l'habitude de faire des vaccins lorsqu'on voyage. Ça, c'est pas. Non, mais excuse-moi. Et puis là, on était dans le cadre d'une pandémie. Oui. Là, on parle d'un virus que l'on a appris à connaître depuis Mais le c'est début parce des qu'on le années connaît 80 qu'il est bon. jusqu'à Non, ça, c'est aujourd'hui. pas- non. Observons sa chute avant de prendre la parole derrière. Je finis doucement. juste sur ce point. Non, il m'a coupé la parole. Si on est dans une tendance où le virus plutôt est en plein essor, aujourd'hui on a 2 millions de contaminations, demain on a 4 millions, 6 millions, mais on est face à une situation où le virus est en régression. En régression de plus de 50% de ce qu'on avait hier. Mais Et donc silencieux. c'est là maintenant Oui, je qu'on comprends va pas. Non, mais imposer vraiment, je comprends pas. pas du tout. Non. Mais vas-y, réagis. Silencieux Aïcha. ne veut pas dire qu'il n'existe pas, en fait. Et puis, si tu ne détectes pas la maladie, comment tu vas la guérir? Donc, quand je te dis que ça tue, oui, toi, tu veux tuer les gens, excuse-moi. Si tu ne les détectes pas, comment ils sauront Non, pas en du fait, tout. qu'ils ont le sida? Non, Et donc, je te laisse pas terminerai. dire que je veux Tu tuer m'as les coupé, gens. ça fait la deuxième fois. Non. Comment ils Ne la sauront coupe pas. Ne la coupe pas, laisse-la Elle finir. va pas me dire que je veux tuer les gens, Non, c'est pas possible. excuse-moi, j'ai Voilà, un peu voilà. exagéré. Ok, d'accord. Pardonne-moi. Comment ils sauront qu'ils sont malades et comment est-ce qu'ils pourront se traiter s'ils ne sont pas au courant qu'ils sont malades? Ça, c'est un. Voilà. On J'ai oublié observe mon la caméra deuxième. quand on parle. Voilà, donc ils ne sauront pas qu'ils sont malades en fait, s'ils ne sont pas détectés. C'est tellement important. Et ce n'est pas parce qu'une infection est silencieuse. La Covid, on a eu des recrudescences. C'est monté, c'est descendu, ça va sûrement revenir. Il y a des périodes pour ça. Très bien. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est que comme c'est silencieux, ça veut dire qu'il ne faut plus en parler. Mais c'est là, c'est latent. Et puis, ce n'est pas un truc qu'on a réussi à guérir. On n'a pas de vaccin pour ça encore aujourd'hui. C'est une maladie qui tue. Voilà. D'accord. On aimerait entendre Isabelle Vauvor. 42 millions de personnes sont tuées dans le monde à cause du VIH-Sida. 42 millions, ça représente plus de la population ivoirienne. Donc c'est plus d'un pays, pour dire un peu Combien ce en Côte d'Ivoire que ça représente. La santé, ça n'a pas de prix. Il faut se faire dépister pour éviter d'être un danger pour les autres. Moi, je suis pour, en tout cas, le dépistage systématique, et j'irai même plus loin, pour des concours, pour l'accès, par exemple, à la fonction publique, pour, comment dirais-je, l'accès à... Parce que j'ai le VIH, à mais des- Faut la laisser non. terminer, Arnaud. Ce n'est pas parce que tu as fait le test de dépistage que ça veut dire que tu n'auras pas le poste. Il y a certaines grandes entreprises privées dont je ne citerai pas le nom, où il faut faire un bilan de santé, dont le test de VIH. Toutes les grandes organisations internationales pour y accéder. Chaque 2 ans, on fait des tests de dépistage du VIH. Mais c'est pourquoi? Il y a des pays C'est où pas pour avoir pour le visa, il t'empêcher- faut faire le test. Exact, c'est pas pour t'empêcher en fait d'accéder à un poste de responsabilité. Non, c'est pour ta propre santé. Il faut penser d'abord pour toi avant de penser en fait que non, on veut te barrer la route. Non, pas du tout. Oui. Et puis on peut même pas parler en fait de comment dirais-je de données de données à J'allais en caractère parler. privé comme tu l'évoquais tout à l'heure. C'est Pourquoi? grave. Parce que quand tu postules par exemple à un concours, tu donnes des informations privées et ça en fait partie en fait. Donc je suis pas, je rentre pas Arnaud dans ton analyse en tout cas. non, Vraiment, Arnaud, j'ai l'impression d'être sur la je voulais lune quand je t'écoute. Vous voulez renchérir. Faut pas qu'il ait l'impression qu'on tire à boulet de canon sur non, sur on va-
son avis. Qui l'a envoyé On aimerait l'avoir. Qui l'a On envoyé aimerait le voir réagir quand même. Qui l'a envoyé? Ne pas être Non, d'accord, non, c'est ça? oui, c'est ça. Je voulais juste renchérir. Les statistiques, c'est ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure. J'ai le droit de parler aussi. Hein. Oui, mais j'en ai pour une seconde. Juste après elle. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Faut pas avoir peur des statistiques. Les statistiques, c'est important. C'est ce qui permet de recenser une population, l'évolution d'une population. Combien de malades on a? Combien vieillissent en fait parmi nous? Combien ceci, cela? C'est tellement important. Donc, il ne faut pas avoir peur de... Ils nous espionnent, ils vont recueillir nos données personnelles. Tes données sont publiées de toute façon à partir du moment où tu nais et que la mairie enregistre en fait ton nom et ton prénom. Tes parents, on sait qui c'est. Donc, qu'est-ce que tu veux? Et puis, on est dans un monde où Internet fait que la vie personnelle, ce qu'on appelle vie personnelle, elle existe de moins en moins. Les gens, dans leur salon, on voit ce qu'ils font, ils se filment. Donc, il faut arrêter. Et les statistiques, je répète encore, je milite pour ça, sont très importantes dans un État. Très bien. Et il faut préciser une chose, hein, donc faire un dépistage obligatoire ne veut pas dire qu'on publie les résultats après avec chacun son nom. Non, pas du tout. devant son Mais la résultat, preuve, c'est pas cela, donc, Éric l'a dit. La preuve est là. Quand une femme est enceinte, elle fait forcément un avec test. son époux, avec son enceinte aussi. Forcément, elle fait un test. Donc, vous constatez avec moi. Il n'y a pas que les époux qui en Voilà, font. ça n'a rien de compliqué. En fait, faire des tests ne veut pas dire qu'on expose en fait ta vie privée. Mais là, il y a un mal. Il faut endiguer ce mal. Et que faire? Ce sont des mesures en fait pour pouvoir voir, pour avoir des chiffres et des données fiables, pour pouvoir voir quelles mesures prendre. Et c'est ce que le ministère de la Santé a les décidé. données. Il s'agit. Il serait jamais d'accord avec vous, Goy. Il s'agit de la santé. Premièrement, quand on me dit que c'est la solution ultime, on n'a pas dit que c'est la solution ultime. On a deux. La question est simple et C'est des factuelle. mesures. j'ai le droit. T'as le droit. Enfin, Non, 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 s'il vous plaît. c'est moi qui distribue la parole, t'inquiète pas. Vas-y, Les vas-y. avis sont partagés. Ton point nous intéresse en fait. Ton point nous intéresse. Vous êtes trois en même temps. Non, 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 vas-y. On t'a envoyé. Ce que je veux dire, non, tu m'arrêtes ça. Ce que je veux dire, c'est que pour faire baisser le nombre de personnes qui sont contaminées, on n'a pas eu besoin de forcer les gens à faire un test. Simplement par la sensibilisation. Les gens peuvent leur parler et ils comprendront. Mais quand vous faites irruption dans la vie de quelqu'un et vous lui dites on prend ton sang obligatoirement parce que l'État a besoin de donner, etc. Non, ce n'est pas possible. C'est le corps de chacun. Vous ne pouvez pas dire à chacun de donner son sang, d'être obligé. Même le don de sang, je comprendrais que l'on me dise que l'on rende obligatoire, par exemple, le don de sang pour des... etc. Je suis complètement d'accord pour ça. Mais le sang qu'on donne, on l'analyse ou On pas? l'analyse, bien sûr. Donc, c'est un test. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas obliger des gens à prendre après, on ne peut pas prélever de force le sang des gens et puis leur imposer un certain nombre de tests simplement parce que l'État estime que ceci, cela. D'accord. L'État a les possibilités pour pouvoir sensibiliser. S'il veut contraindre, il y a d'autres moyens de contraindre. Si tu voyages à telle condition, OK. Mais on ne peut pas prendre chacun des citoyens et puis dire obligatoirement on te prélève du sang. Ce que Goy essaie de dire, c'est que finalement, il faut, je veux dire, mettre le pied, ou en fait les pieds dans le plat, pour ce qui concerne la sensibilisation. Il faut y aller de façon assez véhémente. En fait, je pense que le bout de son fil a été pris à l'envers. D'accord. En fait, lui, il pense qu'il faille en fait faire le dépistage à grande échelle pour que l'État puisse avoir en fait des données, mais ce n'est pas le cas en fait, parce que l'État a déjà ses études, a déjà son cadre de travail pour pouvoir avoir ces données. On demande juste. Mais comment fait-on un dépistage à grande échelle si on n'oblige pas? On demande juste de faire ce dépistage à grande échelle pour justement protéger ceux qui ne veulent pas aller systématiquement se faire dépister. C'est pour ta propre santé, c'est pas pour l'État. Bon, en fait, pense à toi avant de penser, en fait, tu vois. C'est pour te protéger toi, en fait. C'est justement en pensant à l'individu, à ses droits, à sa liberté, que C'est une question. on ne peut pas faire ça obligatoire. D'accord. Quand ça De toute rentre dans façon, le cadre d'une question de la santé liberté publique, aujourd'hui en je Côte suis d'Ivoire désolée, ou mais un peu partout dans le monde l'État a le droit, en s'observe tout cas, de sur le les faire réseaux et de sociaux. l'obliger. On ne parlera jamais assez des comportements des jeunes sur ces réseaux sociaux et même en dehors des réseaux sociaux. La sexualité est devenue quelque chose de, je veux dire, de pas tabou, de banal. On se dénude sur les réseaux sociaux. Je ne citerai aucun réseau social, bien sûr. Mais bon, il y a des réseaux sociaux où elles dansent nues, où elles dansent en bikini, où elles s'exposent. On parle de façon de se vendre au luxe. Donc il faut vraiment faire attention. Il n'y a pas que les parents qui doivent éduquer derrière. Je veux dire, les propriétaires de ces réseaux, à un moment donné, il faut mettre, comment je veux dire... Le holà. Le holà, ou encore des interdictions. Il faut pouvoir limiter le comportement sur ces réseaux sociaux. Ça pourrait aider cette jeunesse donc, à s'éloigner de la sexualité à tout va, pour éviter bien sûr donc, de contracter si facilement le VIH-Sida, parce que ça a réduit en Côte d'Ivoire, mais ça augmente au niveau de la jeunesse.
c'est grave, il faut faire attention. On va poursuivre cette émission, bien sûr, avec l'autre rubrique qui suit, c'est bien Ça fait l'actu. On y va tout de suite. Sur Live TV, la télé sans filtre, dans le talk des vacances, on parle de défense. On va y aller tout de suite donc, avec la question qui va faire réagir encore vos panonceaux pour attaquer tout de suite pour ou contre la présence des forces militaires étrangères en Côte d'Ivoire et peut-être en Afrique. Hein, Isabelle? D'accord. D'accord. Goui? D'accord pour Gandhi? D'accord, pas d'accord. Hein, pas d'accord pour Gandhi. Arnaud, pas d'accord. Aïcha Crépi, pas d'accord. Arrête, ta question est vaste. Hein. Tu as dit forces étrangères en général. Voilà. Force étrangère, Voilà. pas d'accord. D'accord. Très bien. En Côte d'Ivoire, hein, on parle chez nous d'abord. Aïcha Crépi, non, pas d'accord d'abord. Qui est d'accord? Moi, je suis d'accord. On commence par celle qui est d'accord. D'accord. En fait, pour moi, je vais commencer de façon factuelle. Il n'y a pas plus grande souveraineté, plus grande forme d'expression souveraine que d'aller à un accord où on accepte, en tout cas en tant qu'État, une base armée sur son sol. Et puis, j'ai bien envie de développer davantage, mais j'aimerais en tout cas entendre d'abord l'avis des uns et des autres là-dessus. Là où je relance Aïcha Crépi. Oui. Non, comme je disais, tu as parlé des forces étrangères en général, pas forcément d'un pays ou etc. Donc, toutes les forces armées ne se valent pas, effectivement. Quand on parle d'un pays comme les États-Unis, par exemple, qui est la première puissance militaire, effectivement, ce n'est pas la même chose qu'un pays qui est 40e ou 50e, qui pourrait nous apporter moins, on va dire, en termes de formation, etc. Au-delà de ça, au niveau de l'idéologie même de ce qu'est une force armée, je pense que ce serait pas mal, en tant que pays souverain, d'avoir une armée souveraine aussi. Je ne dis pas qu'elle n'est pas souveraine, hein. J'ai un grand respect pour l'armée de Côte d'Ivoire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on arrive aussi à un niveau où on est complètement indépendant et qu'on n'a pas forcément besoin de se défendre avec des forces étrangères. La France ou les autres pays au monde européen, etc., l'Allemagne, ont eu besoin aussi de forces africaines. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, notamment pour combattre les forces djihadistes, le terrorisme, etc. Je dis que l'armée fait partie de la souveraineté d'un État. Il est important qu'on récupère justement cette souveraineté à 100%, si possible. Très bien. Il est important qu'on récupère cette souveraineté à 100%, c'est ton point? Oui, bien. Oui, bien. Bon, concernant la question, ce que je voudrais d'abord dire, je suis foncièrement contre toute présence de militaires étrangers en fait, dans nos pays africains. Parce que c'est ça le débat. Nulle part, vous ne verrez dans le monde entier, avec les pays développés, voir une autre armée d'un autre pays en fait, qui va élire domicile, comme ça se passe. Mais pourquoi? Ça fait déjà, quand je prends en fait, les chiffres, bien les dates, depuis nos années d'indépendance, depuis 60 déjà, on avait commencé une sorte de coopération et ces pays-là sont restés là, en fait, existants, comme si nous étions encore sur leur houlette. Pour un pays qui s'est dit souverain, je pense qu'il doit être souverain à tous les niveaux. Donc je ne vois pas vraiment l'utilité encore à ce niveau-là de la présence en fait, de forces étrangères en fait, dans des pays en fait, comme les nôtres. Et déjà, les populations déjà l'expriment, vous voyez déjà avec tout ce qui se passe dans les pays de l'AES, ils désavouent déjà la présence française parce qu'on n'a pas toujours les mêmes objectifs. Donc il est grand temps en fait, de faire partie de ces troupes-là pour que en fait, ces pays-là retrouvent leur souveraineté totalement. C'est déjà le début pour moi des indépendances véritables. Parce que jusqu'à preuve de contraire, un pays qui s'est dit développé et qui a su son territoire encore une armée étrangère qui est la plupart du temps les armées des métropoles, pour moi, c'est une sorte de demi-indépendance. Et là, il faut rendre vraiment nos pays totalement indépendants. Il faut faire partie, en fait, de ces forces-là. Ah bon, pourquoi pas d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que là où je suis d'accord, c'est qu'il faut de la coopération militaire parce que malheureusement, on n'est pas encore arrivé à un niveau, un niveau militaire qui nous permet d'être complètement indépendants et de pouvoir nous passer en fait, de toute forme d'aide, de renseignement, etc. Là, je parle surtout du renseignement ou encore même de la formation. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est la présence en fait, de troupes sur le territoire. C'est vrai que ça existe ailleurs, hein. Même il a parlé de... Ça n'existe pas en Europe. En Europe, ça existe. En Allemagne, au Japon, etc. On a des troupes. Mais c'est surtout soit historique et puis il faut voir également le contingent, il faut voir le rôle, la mission qui est assignée, etc. Bon, bref.
Ou de partenariat, peut-être. Le partenariat, militaire. enfin, il faut voir le contenu parce que c'est complètement différent hein, de l'exemple du BIMA, par exemple. Quand vous prenez la force américaine qu'on a en Allemagne, elle est complètement différente du rôle qui est assigné au BIMA, par exemple. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'armée, la défense fait partie de la souveraineté d'un État. La défense, la diplomatie, etc., ce sont des éléments de la souveraineté. Si on doit, permettez-moi l'expression, sous-louer sa souveraineté ou... Sous-louer. Mais en tout cas, si on doit accepter une présence d'une force étrangère, hein, non pas seulement dans la coopération, mais vraiment l'installation d'une base avec des chars, des avions de guerre, etc., tout ça, ça porte un peu atteinte à la souveraineté. Et ce que je déplore le plus, au-delà de la présence des forces étrangères en Afrique en général et dans notre pays en particulier, ce que je déplore, c'est que les différentes réformes associent très rarement le peuple ou le Parlement. Tout est fait comme si le Parlement ou le peuple n'avait absolument rien à dire. Il y a des choses qui relèvent effectivement de la souveraineté de l'État, mais ce serait intéressant que le dialogue, que ce soit sur cette question de défense, mais également sur d'autres questions, hein, de la monnaie par exemple, soit ouvert pour que le peuple puisse en parler parce que ça le concerne également. D'accord. Oui. Est-ce que Isabelle peut réagir Oui, un peu plus profondément, enfin? Moi, j'aimerais juste poser une question. Est-ce qu'on nous impose la présence des armées étrangères dans notre pays? Est-ce qu'on nous l'impose? Non, ce sont des accords qui sont discutés, négociés. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Et puis avoir une base armée étrangère dans son pays, une fois que les accords sont conclus, qu'est-ce que ça représente en fait? Quelle est son importance? C'est une force de dissuasion en fait. Il faut peut-être aller en profondeur pour faire de l'histoire. Comme ceux que je pourrais appeler par exemple les entrepreneurs de la criminalité, que sont les terroristes par exemple. Et puis quand ils sont sur notre pays, ça génère aussi une certaine forme, comment dirais-je, d'activité économique, que ce soit indirecte que ce soit indirect ou direct en fait, parce qu'ils vont se fusionner donc aux citoyens ivoiriens. Pour la Côte d'Ivoire, quel est le rôle exactement? Pardon? Pour faire de l'histoire, pour la Côte d'Ivoire, quel est le rôle exactement? Le rôle de quoi? Le rôle de la présence, le bataillon d'infanterie de la marine française installé en Côte d'Ivoire. Déjà dans une certaine forme de coopération militaire, parce qu'on a un partage en tout cas de savoir, un partage de compétences, non, je dirais même un transfert de compétences ou partage de compétences, parce que ça vient de part et d'autre. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir en Côte d'Ivoire l'AILCT, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, où on a en fait toute cette masse de compétences qui viennent donc au niveau de la Côte d'Ivoire pour pouvoir faire ce partage de savoir et pouvoir juguler la conjoncture et la situation sécuritaire que nous connaissons. Dans un contexte où en Afrique de l'Ouest, il y a le terrorisme, il y a les coups d'État, etc., ce genre de choses. Mais c'est important en tout cas d'avoir ce type de coopération-là. Après, tout dépend des accords qui sont négociés, tout dépend de ce qui a été discuté. Et vous savez, la souveraineté d'un État, il n'y a pas plus, et je le redis, il n'y a pas plus grande expression de souveraineté d'un État que quand c'est un accord négocié de pays à pays, respect à respect, pour pouvoir les accueillir sur notre sol. D'accord. Aïcha Crépy voudrait réagir sur ce que Isabelle dit. Je voulais juste... moi, je rejoins Isabelle par rapport au fait de... Je viens de perdre le point, mais ça va revenir. Par rapport au fait oui. Coopération. Je voulais surtout parler de la zone dans laquelle on est. On est frontalier à un pays qui est le Burkina Faso, par le nord, qui est le pays le plus touché par le terrorisme au monde, hein, actuellement, pas par l'Afrique, dans l'Afrique, au monde. C'est quand même assez inquiétant. Donc effectivement, et puis après, bon, on a parlé de la défense, etc. Il faut qu'ils communiquent plus. Il y a des secrets de défense qu'on n'a pas besoin de savoir et qu'on n'a pas à savoir, qui sont même dangereux. Ça, je suis d'accord avec ça. Maintenant, concernant la transmission de savoir, concernant la formation, etc., l'infanterie marine, qu'on appelle 43e BIMA, est arrivée en Côte d'Ivoire en 1978. On est en 2024, ça fait 46 ans. Si on n'a toujours pas compris comment il fonctionne et qu'on n'a toujours pas été formé, c'est qu'il y a un problème. D'accord. Mais c'est pour ça qu'ils vont partir et que le 43e BIMA sera donné donc à la Côte d'Ivoire. Et justement, ça aussi, c'est un autre point de cette coopération militaire que nous avons. Parce qu'au final, quand cette base étrangère vient, elle construit donc comment dirais-je, des maisons, etc. Parce que le 43e BIMA, ça représente quasiment une petite ville. Hein. Si vous y allez, vous allez voir. Et puis, ils ont des équipements. Mais quand ils partent, qu'est-ce qu'ils en font? Ça revient à la Côte d'Ivoire. Ça devient en fait un instrument, stratégique, en fait, militaire pour la Côte d'Ivoire. Et quand la dernière interview du ministre de la Défense, qu'est-ce qu'il a dit? En fait, justement, ils vont pouvoir utiliser cet instrument-là pour pouvoir justement se développer davantage, en fait, en termes de stratégie. Je voudrais quand même préciser est-ce que la présence en fait des militaires étrangers, en fait, la plupart du temps, c'est les Occidentaux. Mais vous n'allez jamais voir dans notre pays, en fait, un pays, par
exemple, comme le Togo ou bien comme le Burkina, qui a par exemple, une présence militaire en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous disons? Le constat est clair. Même les contrats qui ont été signés par le passé, aujourd'hui avec l'évolution, ils ne tiennent plus. Parce que par le passé, d'avant 60, avant que nos pays ne soient indépendants, on a signé des accords. Mais la donne a changé aujourd'hui. Et ce qui est important, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faut coopérer autrement. En fait, voici le débat. Il faut coopérer autrement. Par le passé, on coopérait où des gens viennent, ils ont leur base là, et la plupart du temps, ils sont même impliqués dans notre politique intérieure. C'est ça qui est dangereux. Vous trouvez normal, par exemple, qu'une armée étrangère puisse savoir tout sur une armée nationale? C'est dangereux. La France sait tout aujourd'hui, ce qui se passe sur notre armement. Ce n'est pas normal. Imaginez qu'on soit en guerre contre la France. Ils savent déjà tout de nous. On peut être formé, on peut coopérer, sans toutefois être présent totalement partout. Et là, on veut réduire. Nous sommes en train de revoir le contenu de ces contrats-là, qui ne sont plus d'actualité. Voici le débat là. Je suis vraiment d'accord. Oui, je partage totalement son point de vue. Coopérer ne veut pas dire avoir une force, une présence militaire permanente sur 50 ans ou sur 40 ans. On va retenir que Gandhi travaille avec l'armée. Et puis deuxièmement, quand même, la Côte d'Ivoire est beaucoup plus créative au niveau... Deuxièmement, la Côte d'Ivoire est beaucoup plus créative au niveau économique pour atteindre sa relance économique d'une base étrangère. Très bien. De toute façon, l'annonce a été faite, hein, donc ils sont en train de partir. Oui, justement. En fait, moi, je suis d'accord avec Isabelle. Hein. C'est pas la présence, hein. C'est la présence qui a trop duré. 46 ans, c'est un peu beaucoup. Et puis, de façon ponctuelle, on peut avoir des besoins, d'un côté comme de l'autre. Hein. D'accord. Mais il y a un moment, il faut rentrer chez Mais soi. est-ce qu'ils seront remplacés par une autre armée? On ne sait pas pour le moment. That is the question. D'accord. Avant de chuter, je voudrais donc vous lire ce petit point donc, du ministre, hein, Téné Birahima, le ministre de la Défense. Tout se passe bien, tout se passe très bien, dit-il. Nous avons des experts français et ivoiriens donc, qui se penchent sur la question du départ. Nous allons y affecter donc, au moins 5 bataillons concernant donc, l'utilisation du 43e BIMA, là où il était. Hein, parce que c'est une véritable ville dans la ville, hein, avec tout ce qu'il faut pour bien vivre et bien y vivre et bien s'installer. Et il continue pour dire, nous allons créer des centres d'aguerrissement, de formation et de communication. Nous pensons déjà donc à un certain nombre de choses. Coopération militaire, d'accord, quand elle a duré, il faut y mettre fin. On est tous d'accord. Hein, sur cela, sur ce plateau? Pas forcément en termes de timing, en fait. Moi, je pense plus en termes de stratégie, en termes de contexte. Est-ce qu'aujourd'hui, leur présence est encore nécessaire en Côte d'Ivoire? Quels sont les accords, en fait? Tout dépend du contenu des accords que nous avons. Peu importe la durée, en fait. C'est les accords qui sont les plus importants. D'accord. Je prends le cas, On est d'accord. par exemple. On va chuter là-dessus, Ok. parler au journal télévisé. Hein, tu nous diras Oui, beaucoup je vais d'autres courir. choses. Oui, je vais tu vas courir. courir hein, au journal Je vais courir télévisé, au lycée, Isabelle ouais. Vovo. Il ne faut pas qu'on le manque. Hein, donc, tu as beaucoup de choses à dire. Mais Exactement. encore plus au journal télévisé. Nous y allons tout de suite avec Isabelle Vovo. Et nous sommes de retour du journal télévisé et d'un coup de baguette magique, Isabelle Vauvor a changé de vêtement pour nous rejoindre à nouveau. Et avec son nouveau vêtement, on s'en va tout de suite à l'international. À l'international, hier, sur ce plateau, nous avons débattu au sujet donc, de l'altercation donc, à cette dernière session parlementaire de la CEDEAO, l'altercation donc, entre la députée ivoirienne et le député sénégalais. La CEDEAO a pondu un communiqué et puis Aïcha Crépi va nous faire un petit résumé de ce communiqué. Oui, en gros, vous voulez que je vous le lise ou Pas totalement, donc paraphrase, dis-nous quelques lignes importantes de ce communiqué. D'accord, qui a le communiqué Isabelle? Oui, alors le communiqué, grosso modo, je vais lire la première phrase du communiqué qui résume pour moi, en tout cas, l'essentiel même du communiqué. Du contenu. Voilà, du contenu. Donc le bureau tient à exprimer sa profonde préoccupation et désapprobation face aux excès verbaux observés au cours de nos sessions à l'égard des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEDEAO, de l'un de nous. Voilà. D'accord, l'un de nous c'est qui L'un des D'accord, enfin, entre le député Sagna et la députée ivoirienne. Exactement, c'est ça. L'un de nous qui est indexé. Non, en fait l'un de nous, c'est en fait, plus ou moins, il parle du député Sagna, en fait. Voilà, parce que c'est lui qui a tenu les propos donc à l'encontre donc des chefs d'État. D'accord. Voilà, donc très bien. Analyse de ce communiqué, Aïcha. Non, mais oui, c'était attendu. Moi, je ne suis pas du tout surprise. Par contre, là où effectivement je déplore pas, c'est exagéré de dire déplorer, mais ce qui me chiffonne un peu, c'est évidemment, ils prennent parti pour la vice-présidente, évidemment. Ils parlent d'écart au niveau du langage, ils ne parlent pas d'écart aussi au niveau de la posture. On a l'impression que c'est dirigé vers une seule personne, qui est monsieur le député. Donc c'est un peu dommage de ne pas avoir de posture au milieu, de posture neutre.
et de parler plus globalement. Je trouve que ce communiqué est un peu orienté. Voilà. D'accord. C'est ce que je déplore. Le but de ce communiqué, c'est de s'excuser auprès des chefs d'État. Il faut le souligner déjà, donc, qui, selon eux, ont été vilipendés par le député Sagna. Donc le communiqué a été écrit dans ce sens. Mais analyse, Goï, de ce Oui, communiqué. moi, je ne suis absolument pas surpris de ce communiqué. Déjà qu'il émane du bureau du Parlement, il faut rappeler quand même que le bureau est composé de la présidente, des vice-présidents et de quelques membres. Donc, la vice-présidente, y compris Mme Aïchatou, qui faisait partie justement de l'altercation. Donc, je ne suis pas surpris qu'on ait un tel communiqué, surtout que des propos ont été tenus à l'égard des chefs d'État. Là, en revanche, où je déplore, en tout cas partiellement, ce communiqué-là, c'est le fait qu'il ne s'arrête qu'à la posture ou qu'aux propos du député Sagna, alors qu'on a très bien vu que l'altercation qu'il y a eu, il y a quelqu'un qui s'est levé de la présidence de séance, qui a dit « vous êtes n'importe quoi », etc. Il n'y a aucun mot sur ce type de propos à l'égard d'un député. Est-ce à dire que le député, lui également, n'a pas droit au respect, n'a pas droit à ce qu'on respecte sa dignité, mais le communiqué va juste s'arrêter à critiquer les propos à l'égard des chefs d'État comme s'il n'y avait que les chefs d'État au sein de la CEDEAO. D'accord. Bon, en fait, moi, à ce niveau-là, j'ai un regard un peu mitigé, hein, parce que pour moi, le communiqué parle en fait des deux personnes. C'est vrai qu'il y a un bureau qui a produit peut-être un communiqué, mais à la réalité, quand vous lisez bien le communiqué, vous sentez que en fait, toutes les... De quelle façon le sentons? Quelle est la partie? Vous entendez, par exemple, par conséquent, toute remarque non parlementaire ne sera pas admise ou tolérée, car elle ne s'inscrit pas dans l'esprit de fraternité et de collaboration qui doit prévaloir au sein de la région, de la CEDEAO et au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez déjà les attitudes, bien l'attitude qu'on a déplorée hier, ben de part et d'autre, ce ne sont pas des attitudes parlementaires, d'un parlementaire digne. Autant on a déploré en fait les propos, ou bien la posture en fait du député en fait qui a un passé d'activiste, autant nous avons aussi déploré l'attitude de la vice-présidente qui est députée en fait ivoirienne. Donc moi je pense que c'est un communiqué qui vient à point nommé. Et puis, bon, comprenez que l'institution, c'est les chefs d'État. C'est bien évidemment, ça devait arriver, mais je pense que c'est un tout. Ça comporte vraiment en fait une interpellation à l'égard des députés, pour ma part. Cédric, je tiens quand même à préciser qu'il n'y a pas que le député qui a un passé d'accusateur ou sulfureux, si on peut le dire comme ça. Voilà, on peut dire autant de la députée Aïchatou. D'accord. Adjaratou. Adjaratou. Vas-y, tu as la parole. Oui, alors pour moi, le communiqué, c'était une réaction attendue, en tout cas de la CEDEAO, donc réaction normale qui, pour moi, vient clore en fait ce débat sur donc l'altercation qu'il y a eu au niveau de la CEDEAO. La première phrase du communiqué, pour ma part, en tout cas, remet la députée Adjaratou dans sa raison. Et puis voilà, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Hein. Vraiment, ce communiqué clôt le débat. Voilà. D'accord. Une question à poser. Pour que tu prennes la parole, une question à te poser déjà. Donc, est-ce que cet incident ne pose pas la question de la représentativité donc des députés du Parlement, donc CEDEAO? Ils ne sont pas élus au suffrage universel, mais désignés par les parlements donc, de leur pays. Oui, déjà rapidement, est-ce que ça clôt les débats? Je ne crois pas. Ça relance complètement le débat sur la question parce que la CEDEAO est justement taxée d'être une confrérie, je le disais hier, de chefs d'État, donc fait un communiqué pour s'excuser auprès des chefs d'État sans parler du propos. Taxé par qui? Par une partie de l'opinion publique. D'accord. Et c'est justement l'une des raisons du désamour et justement de la création de ce Parlement, parce qu'on estimait qu'il faut que le peuple également participe aux prises de décisions au niveau de la CEDEAO. Non, mais c'est je finis. La création du Parlement, il faut le rappeler, le Parlement a été mis en place en 2006. La CEDEAO a été créée au milieu des années 70. Les prérogatives ensuite du Parlement ont été un peu plus affinées en 2014. C'est quelque chose de très récent. Et c'est justement pour répondre à ce type de critique sur la CEDEAO, parce qu'on veut une CEDEAO des peuples et non pas seulement une CEDEAO des chefs de gouvernement. Maintenant, pour ce qui est de votre question, pour le rappeler rapidement. D'accord. La question du choix donc, de ces députés-là. Voilà, du choix des députés. Le mécanisme de choix, pour le moment, c'est que ce sont les différents parlements des États membres de la CEDEAO qui vont proposer les différents membres du Parlement de la CEDEAO. Mais à terme, l'idée, c'est que les peuples de la CEDEAO
de la communauté puisse lui-même élire ses différents représentants au Parlement. Donc, il y a une crise de confiance. Est-ce que ce peut-être. communiqué ne remet pas en question la représentativité de ces députés? Oui, parce que tant qu'on ne sera pas arrivé à donner la possibilité au peuple lui-même de choisir directement et que ce sera indirectement par le biais des députés, très clairement, il va y avoir une altération de la volonté directe du peuple. Mais je pense que lorsque la CEDEAO sera arrivée à terme, et elle dit qu'elle y arrivera, à permettre, à permettre aux populations d'élire directement leurs représentants au sein du Parlement, et surtout lorsque le Parlement aura des prérogatives beaucoup plus prononcées que celles de simples recommandations, avis, etc., je pense que le Parlement jouera tout son rôle. Enfin, tout l'espoir, il portera tout l'espoir il assumera tout l'espoir qu'on lui porte. La même question pour Isabelle. Il y a un truc qui a été dit sur ce plateau avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise, c'est le fait de dire que cette déclaration a été faite pour s'excuser auprès des chefs d'État. Il n'en est rien. Quand on lit en tout cas ce communiqué vient juste remettre en lumière en fait la réglementation au sein du Parlement de la CEDEAO, vient remettre en lumière en tout cas les valeurs que porte donc le Parlement de la CEDEAO. Mais à aucun moment, en tout cas, il y a des excuses vis-à-vis de ces chefs d'État-là. En tout cas, moi, je ne vois pas ça dans les lignes qui sont écrites. D'accord. Maintenant, la question pour... Oui, la deuxième question concernant la question qui suit, concernant donc la représentativité donc, de ces députés. Pour moi, ça ne remet rien en cause parce que ces députés-là qui émanent donc des différents pays sont élus déjà par le peuple en fait. Donc c'est entre eux en fait qu'ils choisissent justement celui qui va pouvoir les représenter au plus haut niveau, donc au niveau du Parlement de la CEDEAO. Pour moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait remettre tout le processus en cause. Voilà. Moi, je suis de cet avis-là. Je pense que déjà, c'est des élus locaux, si je peux m'exprimer ainsi, en fait, qui sont envoyés. Ce qui peut peut-être changer pour moi, il faut tenir compte peut-être des populations de ces pays-là, en fait, pour augmenter ou réduire en fait, le nombre en fait, des représentants. Vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire et un pays comme le Mali, en fait, en fonction du pays qui a la plus grande taille, la plus grande dimension, il y aura peut-être plus de députés, en fait, comme ça se passe. Pour moi, c'est ça peut-être qui peut être le hic. Mais je reviens carrément sur le communiqué. Hein. Je dis et je continue de dire que le communiqué a été bien pensé et puis il comporte quand même en fait tous les termes appropriés pour interpeller les deux parlementaires. Oui, je voulais juste, j'ai 2 points. Le premier, c'était pour répondre à ce qu'Isabelle a dit concernant le fait que ce ne soit pas, par rapport à ce que tu as dit, en direction des chefs d'État. Je pense que tout le monde sait lire ici. Les éléments les plus importants, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent aussi, dans un communiqué, c'est le début et la fin de la phrase, d'accord? Et la fin de l'article, pardon, ou du communiqué. Le communiqué, la première phrase commence par « Le Bureau tient à exprimer sa profonde préoccupation et désapprobation face aux excès verbaux observés au cours de nos sessions, voilà, à l'égard des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEDEAO par l'un de nous. » C'est l'objet, c'est l'objet. C'est l'objet donc je pense que tout est dit en fait, voilà. Et c'est pas un reproche, on s'y attendait encore une fois. Deuxièmement, c'est pour ça que hier, je parlais du fait qu'elle soit vice-présidente, et c'est ça qui me posait problème en réalité, parce qu'on voit souvent des bagarres malheureusement dans les assemblées nationales ou transnationales. Justement, le fait qu'elle ait ce rôle-là, ce communiqué, quand on le voit, on se dit, mais finalement, elle est peut-être jugée partie. On ne sait pas très bien où se situer, en fait. Donc c'est ça qui me posait problème. Je voulais juste revenir là-dessus. D'accord. Réaction? Oui, moi je voudrais dire que le fait d'avoir des parlementaires, enfin, au sein du Parlement de la CEDEAO, qui émanent des parlements des États, c'est un problème. C'est un problème, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas confondre la volonté du peuple avec la volonté des parlementaires. Premièrement, si on est dans des régimes parlementaires, dans nos États d'Afrique, comme c'est le cas en Europe par exemple, on a l'essentiel des États dans l'Union européenne sont des régimes parlementaires. Mais même là encore, il y a élection des députés européens. Mais si on a des régimes parlementaires avec un scrutin proportionnel, à la limite, les différentes sensibilités seraient représentées. Mais vous êtes dans des régimes très présidentiels. Vous avez des partis qui sont dominants dans l'essentiel des pays qui composent la CEDEAO. Donc, quand vous arrivez au Parlement de la CEDEAO, vous allez retrouver ces mêmes configurations. Alors que l'idée, justement, du Parlement, c'est que le peuple soit entendu. Pourquoi ne pas désigner directement des personnes qui sont issues du peuple sans avoir à passer par le Parlement? Et la CEDEAO elle-même a estimé qu'il fallait y arriver. Et c'est dans le projet de la CEDEAO. La CEDEAO estime que c'est une
enfin, c'est un mécanisme transitoire, mais D'accord. à Il faut terme, rappeler que le processus est en cours. à terme, l'idée, c'est justement que le peuple, que tous ceux qui veulent être candidats au poste de parlementaire à la CEDEAO le peuvent, parce qu'il faut que le peuple soit représenté. D'accord. Et c'est là qu'on va chuter. Hein. Merci pour vos différents avis. La prochaine rubrique qu'on va aborder là tout de suite, c'est bien l'image du jour avec la photo de cette Miss Mathématiques. Hein. Des Miss, on en a vu, hein, mais Miss Mathématiques, c'est très bien à prendre. Donc, image du jour tout de suite, prochaine rubrique. Des Miss pour la beauté. Plusieurs Miss, hein, donc, pour les concours de beauté physique, hein, on en connaît donc sous nos cieux hein, et même ailleurs, mais Miss Mathématiques, Miss Intellect, Miss Intelligence, il faut pouvoir faire la promotion donc, de ce genre d'activité. Donc Miss Mathématiques, mademoiselle Kwame Amenon Grâce Doriane de la TC3 donc, vient donc, de remporter 1 million de francs CFA, hein, Miss Mathématiques 2024, qu'est-ce qu'on en pense? Qui est matheux ici sur cette plateforme, ce plateau? Non, moi, Qui est matheux? Moi, j'ai fait un bac scientifique. Bac scientifique, donc Ouais, t'es mais matheux? je suis pas matheux. Ouais, j'ai fait un bac D, ben, je ne suis pas scientifique, puisque après je suis allé faire des études de droit. Est-ce que je dirais que je suis mathématicien? Non, t'es pas matheux. Voilà, donc- T'as fui en fait. Les mathématiques. On ne peut pas demander sur un plateau d'animateur, présentateur, si un matheux. Si, on peut poser la question. On peut poser la Moi, j'ai eu question. un bac sciences éco. C'est vrai que c'est pas des maths pures, mais on a fait quand même pas mal de mathématiques et surtout d'économie. Donc, Très bien. voilà. Voilà, elle est matheuse. Très bien. T'es une Au bac, t'as eu mathématicienne. combien? En maths? En maths, je ne me souvenir? rappelle plus. Quoi? Mais je sais en tout cas que j'ai eu la moyenne. La Ça, moyenne, bah, ça un peu- date. Un peu plus. Aïcha Krupi. Je connais tout. Moi, je suis une pure littéraire depuis très longtemps, pareil. mais c'est vrai que j'étais un peu fâchée avec les maths il y a longtemps. Mais plus on grandit et plus je pense que je me réconcilie de plus en plus. Alors l'économie, voilà, je m'y intéresse de plus en plus, j'essaie de comprendre les chiffres. On vit dans un monde de data aussi, de la donnée. Il faut s'éduquer, comme je disais, à comprendre les chiffres. Donc, mais je félicite cette initiative parce qu'effectivement, on parlait de beauté, mais il y a de la beauté dans l'intelligence. De la beauté dans l'intelligence, justement, cette phrase, il fallait la sortir. Il y a de la beauté dans l'intelligence, il faut pouvoir faire la promotion de la beauté intellectuelle aussi. D'accord. Que peut-on dire hein, à propos de ce concours GOI? Oui, déjà félicitations à la lauréate parce que c'est extrêmement intéressant d'avoir ce type de concours. Surtout que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, les concours de beauté sont les plus répandus. Les lots sont plus importants, partout, du village à la ville, au quartier, aux associations, partout vous avez des concours de beauté. Et vous avez beaucoup de sponsors aussi. Beaucoup de sponsors aussi. Mais on a très peu d'initiatives de ce type-là. Et même lorsque des personnes portent ce type d'initiative, c'est difficile d'avoir l'accompagnement parce que ça ne fait pas toujours vendre, les sponsors ne se bousculent pas pour accompagner, etc. Donc, Du coup, la félicitations. récompense, c'est qu'1 million de francs CFA. 15 millions, vraiment qu'un seul million. Pour la lauréate, pas pour la deuxième dauphine, ou etc. Pour la lauréate. C'est encourageant, mais je pense qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire? Oui, moi je pense que ça, même au niveau déjà des présents, ça devait être l'inverse. Je pense qu'à ce niveau-là, il fallait plus accentuer les présents qu'on donne aux lauréates. Contrairement, par exemple, excusez-moi, à Miss Côte d'Ivoire, là où on fait la promotion de la beauté. Ce sont nos partenaires, attention. Hein, donc, Non, en fait, bon, ce sont nos désolé, partenaires, mais on en fait, soutient je Miss dis- Côte d'Ivoire. en fait, de tous- Non, on n'ira pas plus loin. Donc, à propos de Miss Côte d'Ivoire du Comici, qui fait un travail exceptionnel. Oui. Donc, on va dire qu'il faut encourager. En fait, il faut encourager, effectivement, il faut encourager les Miss en fait, qui font la promotion de l'intellect hein, à travers Miss Scientifique, Très bien. Miss Mathématiques. que je dresse. Mais du coup, tu as perdu tes mots. Elle dit qu'elle était prête à fustiger. Je suis là complètement, là, je suis là perdue, du coup. Du coup, il encourage Miss Côte d'Ivoire. Définitivement. Non, mais bon, écoutez, revenons sur les lots quand même à offrir. Et puis, Bon, le fait qu'il faille que ouais. les sponsors se bougent quand même quand il s'agit de ces concours. Ouais, justement, ben, je pense qu'au niveau des lots, quand même, c'est encouragé. Il faut plus, en fait, mettre encore plus de pactole au niveau des Miss scientifiques pour encourager, en fait, le genre. Ça fait la promotion, quand même, du genre et de l'intellect. C'est à saluer. D'accord. Alors, elle est en terminale C. Lycée scientifique, Un lycée scientifique Yamoussoukro. de Yamoussoukro. Oui. Tiens, on en parle de ce lycée scientifique de Yamoussoukro. Bon, en fait, le lycée L'enseignant, scientifique... oui, le celui qui lycée est dans l'éducation, c'est toi. Hein. Non, je n'y connais pas trop, mais je sais que le lycée scientifique, depuis en fait, de belle lurette, reçoit tous les meilleurs des matières scientifiques depuis la classe par le passé, c'est-à-dire depuis la classe du CM2 et ceux qui vont en seconde. Mais déjà, on a essayé de réformer, c'est déjà à partir de la 4e
et qu'on fait déjà en fait, le recrutement. Mais à côté du lycée scientifique, il y a aussi le lycée technique qui regorge aussi des élèves de la filière technique telle que le bac E, puisque les gens du bac E aussi sont aussi candidats à ce concours Miss-là. Il y a aussi ceux du lycée de Grand Bassam qui est un lycée d'excellence. Voilà. D'accord. Alors rappelons sa moyenne, 12,50 sur 20 de moyenne. Elle devient la reine donc de la 18e édition quand même, du concours Miss Mathématiques, qui a eu la participation de 638 candidates quand même. Candidates, il faut préciser. Miss Mathématiques, candidates. Peut-être que, bon, il ne faut pas que je dise quelque chose qui va fâcher les femmes. Peut-être que si Goyi y avait participé, il aurait eu un peu plus, peut-être 14, Alors là, 15. c'est sexiste. Hein. C'est sexiste, C'est très sexiste. c'est très sexiste. Je l'ai dit, j'ai réussi à vous faire parler. En fait. Il faut encourager cette initiative, d'autant plus que c'est une initiative du privé, mais qui est aussi soutenue par le public. Donc c'est vraiment un partenariat public-privé qui arrive donc à avoir ce type d'initiative. Et en parlant des lots, ce type d'événement-là, en tout cas la lauréate a pu quand même avoir une bourse de 30 millions de francs CFA. Ah, donc, oui, donc voilà, donc ça c'est à saluer et j'espère, en tout cas c'est à sa 18e édition. En tout cas, on souhaite plein succès pour les prochaines éditions et pourquoi pas avoir davantage de gains autour de cette organisation. Absolument. Il faut rappeler que la première dauphine, parce que c'est comme Miss, donc la Miss, première dauphine et deuxième dauphine, il faut rappeler que la première dauphine, Apesika Akua Marie Enora, du niveau terminal au lycée Sainte-Marie de Cocody, a obtenu la note de 12 sur 20 et 11,75 pour la deuxième dauphine du nom de Ilogne Bouge Grâce Marie Karen du même lycée. Donc le lycée Sainte-Marie a fait gagner 2 candidates quand même. Oui. Voilà. Au niveau de la moyenne, je pense qu'on peut aller effectivement un peu plus haut, Un peu j'espère. plus haut, voilà. Comme, c'est ce que j'essayais de dire quand vous avez pensé que j'étais tu sexiste. l'as mal dit. J'ai mal dit, pardon. Tout comme le pourcentage du bac, 34,17, pour moi, c'est pas assez, donc on peut aller encore plus haut. Juste pour rectifier, comme Isabelle a parlé de 30 millions par rapport à sa récompense, effectivement, Gandhi, tu n'as pas vraiment raison par rapport au concours de Miss, qui, je crois, est récompensé à 20 millions. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a un effort. Les choses commencent à bouger. Hein. Moi, je te fais l'état des lieux. Mais en fait, Eric, moi, je voudrais dire, en fait, c'est vrai, il y a un concours Miss Mathématiques, il faut aussi encourager à faire un concours Miss Littéraire. Pourquoi pas? Il n'y a pas que les mathématiques. Je pense qu'il Mais existe. on est champion de dictée déjà. Bah ouais, non, brillant jeune homme. Ça c'est à l'international, Oui. au plan national. Un concours de Miss Littéraire. Oui. Hein, j'aurais souhaité. Ça va faire bouger les choses. Enfin, c'est différents types de concours, ça existe. Hein. Il y a beaucoup de types de concours d'oratoire, Miss Littéraire, Miss Mathématiques. Bon, celui-là est le plus célèbre, mais il y en a d'autres encore. Le seul problème, comme on le disait tout à l'heure, c'est véritablement la visibilité et le manque d'accompagnement de sponsors. Donc, lorsqu'on va arriver à faire de la science et de l'éducation, de l'instruction, quelque chose de suffisamment glamour et qui est susceptible d'attirer des sponsors, je pense qu'on aura beaucoup évolué. Et il y a quelque chose qui me sidère justement au niveau des mathématiques et plus globalement de la science en général, c'est que quand vous passez à tous les carrefours, ici à Abidjan en tout cas, vous vous rendez compte qu'il y a des vendeurs d'atoté, ce genre de substances, alors que quand vous allez dans d'autres pays, vous êtes accueillis par de la robotique, etc. Tout ça. Donc, dans d'autres pays africains? Surtout asiatiques. Ah d'accord. Surtout asiatiques. Et je me souviens qu'il y a un ami justement, pour l'anecdote sur cela, qui était venu ici et qui était tellement étonné qu'à tous les carrefours on vendait, il me demandait « Ah, mais vous avez tant de problèmes de fertilité dans votre pays pour qu'à tous les carrefours on en vende. » Donc, pour dire que peut-être que ça doit rentrer... C'est interdit à la vente maintenant à Toté. C'est interdit à la vente Et maintenant. peut-être que c'est un sujet qui préoccupe plus les gens que les mathématiques. Pour revenir à ce qu'il disait aussi, peut-être que c'est pas assez médiatisé aussi. Les sponsors viennent quand il y a de la visibilité, en fait. C'est clair. Voilà, il faut le savoir. Donc, quel programme intéresse les jeunes gens aujourd'hui, les 15-25 ans, les autres, etc. Il faut que ça devienne sexy, effectivement. Ce qui me fait penser aussi, je reviens rapidement quand on a parlé des On militaires. peut s'allonger un peu. Il faut aussi rendre le métier de militaire sexy, entre guillemets, excusez-moi du terme, pour qu'on ait un corps militaire encore plus fort et qu'on n'ait pas besoin de l'extérieur. Je voulais le dire tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le dire. D'accord. Le métier de militaire plus sexy. D'accord. Oui, voilà. Les mathématiques un peu plus sexy. Les femmes la y sont littérature. déjà, Hein? dans les gendarmes. Maintenant, on a intégré les femmes. Il a associé le terme les sexy aux gendarmes. femmes. Non, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'il faut rendre ça, c'est un Chic. terme qu'on utilise pour rendre ça... Attrayant. Il faut lui donner attrayant. Voilà, c'est un métier qui est dur. Il faut rendre ça attrayant, comme elle l'a dit, tout simplement. Hein, et les femmes peuvent Voilà. faire des choses qui sont dures, qui sont difficiles. Elles montent sur des pylônes et tout ça. Donc, on ne va pas dire que... voilà. Quand je parle des femmes sur ce plateau, je fais attention parce que les regards de ces deux-là, je veux dire, des fois, ça fait peur. Hein, elles attendent au tournant. Donc, quel autre concours pourrait-on encourager après Miss Mathématiques?
hein, on a dit Miss littéraire, Littéraire. c'est cela. Hein, quoi d'autre qui se fait déjà peut-être en Côte d'Ivoire. Oui, bon, pas forcément qui se fait déjà, mais l'un des éléments que je voudrais relever, c'est justement l'enseignement technique dans notre pays, en fait. Très bien. Parce que Le niveau, c'est voilà, ça là, on parle de terminal C, etc. Heureusement, on a parlé de Terminal bac E. technique, bac E. Bac E, etc. Bac E. Parce que véritablement, l'enseignement technique et professionnel, je ne dirais pas est bâti dans notre pays, mais franchement, est à la ramasse. Parce que déjà, quand vous prenez les chiffres, vous avez plus de 2 millions de personnes dans l'enseignement général, vous avez quelques milliers seulement d'enseignements techniques. Quand vous regardez le nombre d'établissements techniques, le nombre d'établissements professionnels, alors que l'essentiel des personnes qui sont inscrites à l'école primaire arrêteront les études avant même d'avoir eu le bac. Si tout ce qu'on a appris à l'école, c'est juste deux mots en anglais, prétérite et trucs, après, ça risque d'être compliqué. Ça fait que finalement, on doit avoir un ministère après de la jeunesse qui va faire des programmes pour pouvoir rattraper, alors que ce sont des choses qu'on aurait pu faire en amont si on avait un système éducatif qui était beaucoup plus inclusif et qui permettait d'avoir un enseignement professionnel, technique beaucoup plus fort. Oui, effectivement, et pour rebondir sur ce qu'il disait tout à l'heure, en fait, tout part de la communication de façon générale et puis de ce dont on a hérité, en fait. On a hérité du système français, ce qui fait qu'on n'a pas eu de passerelle, en fait, du système général à un système de formation professionnelle, par exemple. Et puis, quand je parle de communication de façon globale, c'est le fait qu'on ait grandi avec des musiques qui nous disent quand ça va pas, elle cherche à faire la série, c'est-à-dire la couture, la coiffure, etc. Donc, on a l'impression que finalement, ce sont des sots métiers, alors que ce sont des métiers de valeur et dont on a besoin, qui sont essentiels dans la vie de tous les jours. Donc, du coup, quand on parle, par exemple, de formation professionnelle aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive, en fait, à valoriser ces métiers-là pour ne plus qu'on sente, en fait, que ce sont, excusez-moi du terme, mais les déchets du système éducatif qui se retrouvent à faire, en fait, des formations complémentaires, qualifiantes, etc., des formations professionnelles pour s'en sortir. Parce que finalement, sans eux, on ne pourra pas, en tout cas, vivre décemment, correctement, parce qu'on a toujours besoin de plombiers, de coiffeuses, d'esthéticiennes, etc. Et ce sont des métiers qui sont vraiment nobles. Il faut féliciter le ministère de la Jeunesse, tu vas rebondir dessus très Surtout certainement. le ministère de la Formation professionnelle et le ministère de la Jeunesse, parce que c'est de façon concerte qu'ils font, en tout cas, des programmes de formation et surtout qu'ils sensibilisent davantage la jeunesse à vraiment aller vers ces métiers d'avenir. D'accord, très bien. Isabelle Vauvert a réagi. Tu t'apprêtais à Gandhi. Ouais, en fait, je vous l'ai dit, en fait, parfois, c'est la méconnaissance des choses. Mais il faut rappeler déjà que le lycée technique, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est aussi un lycée d'excellence. Parce que déjà, depuis la classe de 3e, les meilleurs dans les matières scientifiques, comme les matières mathématiques, physiques, ils vont déjà en seconde E, jusqu'en terminale E. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est la méconnaissance, c'est l'ignorance. Et c'est là qu'il faut sensibiliser. Quand vous partez dans le milieu professionnel, par exemple, vous constatez qu'aujourd'hui, ceux qui ont fait les lycées professionnels, ceux qui ont fait tout ce qui a trait au lycée professionnel, sont beaucoup prisés. Et ça se constate. Voilà. D'accord. On va terminer avec cette dernière question. Si vous n'étiez pas fort en mathématiques, vous tous, à part Isabelle, bien sûr. Moi, j'étais forte, surtout en physique. Surtout en physique, d'accord. Dans quelle autre matière vous étiez fort Moi, en français. En français oui. D'accord. Pour la petite anecdote, moi je suis née en Côte d'Ivoire, je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans. J'ai sauté une classe tellement que j'étais forte en français. D'accord. Même en primaire, on a un excellent... Non, les petits français là. Oui, j'ai sauté une classe là-bas. Oh, la et petite les dictées, bêtise. toujours 20 sur 20, donc j'ai eu une très bonne formation ici. D'accord. Voilà. Très bien. Moi, étrangement, la discipline dans laquelle j'ai toujours été fort du primaire jusqu'à l'université, c'est l'histoire. Ah d'accord. Ouais. On comprend pourquoi tu fais un peu de politique de temps en temps. Gandhi. Moi, c'était bien évidemment français, philosophie. Moi aussi, j'étais fort en philo, moi. Tout ce qui avait trait bon philo. à la littérature. Et puis bon, un peu de mathématiques parce que moi, j'ai fait un bac D. Voilà. Mais j'étais vraiment très excellent en philosophie et en Très français. bien. Très bien, Mais merci. on a besoin de sciences dures, on a besoin de technocrates, on a besoin de ces gens-là qui vont construire nos avions, on a besoin de sciences dures aussi. Merci. Merci à tous. Merci de nous avoir regardés, de rester fidèles. On est là tous les soirs, 19h, 20h30. Le talk des vacances vous accompagne pendant toutes ces vacances. Shalom.